milieu du XVIIIe siècle vivait à Die dans la Drôme un magistrat respecté, Jean-Pierre Lagier de Vaugelas. Il avait confié à un peintre de petite renommée locale, Louis Farjon, la décoration d'une pièce où il aimait se retirer. À la surprise des observateurs d'aujourd'hui, les motifs de cette décoration furent des motifs chinois. Les temps passant, l'hôtel particulier de notre juriste fut vendu à l'église et la petite pièce largement oubliée. Si, au début des années 2000, n'était née l'initiative de redonner de l'éclat à tout cela, il y a fort à craindre que ces décorations, déjà ternies par la suie de la cheminée, n'auraient été gravement endommagées par l'humidité. Heureusement, en réunissant les concours financiers de plusieurs institutions et la compétence technique de jeunes professionnels passionnés par leur travail, ce lieu étonnant est désormais en passe d'être sauvé. En 1999 paraît un ouvrage intitulé « Die, histoire d'une cité ». J'ouvre ce livre, je regarde, je tombe sur une photo du salon chinois. Cet endroit appartenait à un privé. Bon, déjà ça, c'est pas très bien. Mais à un privé en plus qui était l'évêché. Donc j'étais sous la coupe de l'évêque. Donc tout ça devenait un petit peu compliqué, surtout quand on s'est mis à parler finances et que l'évêque a dit, vous comprenez, c'est pas ma mission de faire de la restauration. Bah, je dis pourquoi pas, mais enfin en effet, c'est pas votre mission, donc ça sera la mienne. Cet hôtel particulier avait été, disait la famille, donné à l'église, mais en fait elle n'avait pas été donnée, elle avait été vendue. L'endroit était connu des Diois parce qu'ils allaient au cinéma dans cette pièce qui était adjacente. Et puis ils allaient aussi au catéchisme. Et le catéchisme, où était-il? Au salon chinois. Mais le salon chinois, ils ne savaient pas ce que c'était parce qu'on ne voyait rien. Il y avait des tas, évidemment, d'harmonium, de livres liturgiques. Il y avait un de ces débarras épouvantables, donc personne n'y voyait rien. Chacun mangeait son petit goûter là, allait au catéchisme et ne se posait pas la question de savoir si c'était un décor 18e ou pas. Ça a commencé sous Louis XIV. Et il paraît qu'à Versailles, tout le monde était habillé en chinois, des pagodes chinoises par-ci, par-là, pas seulement en France, hein, à travers toute l'Europe, en Pologne, en Russie. Mais c'est une mode qui a duré en fait très peu de temps, comme les modes, mais qui a duré à peine plus de 50 ans. Ces peintres du XVIIIe qui sont intéressés aux chinoiseries ont redécouvert une nouvelle façon de traiter le paysage, de traiter des personnes. Et c'était une découverte philosophique aussi, parce qu'on a découvert un nouvel art de vivre. On n'était plus dans les grands salons de Louis XIV, c'était des petits salons, des petites pièces comme le nôtre. Et vous ne savez peut-être pas, mais les salons de chinoiserie étaient extrêmement nombreux en France, mais très nombreux surtout dans notre région du sud de la France. Aix, ça je ne sais pas pourquoi, mais si, parce que les ornemanistes, c'était une espèce de petite clique, et les ornemanistes finalement étaient des amis les uns des autres, c'était des petits peintres, mais qui venaient de Pézenas, qui venaient de Lyon, jusqu'à Marseille. Tous les nobles du pays, que ce soit à Aix ou à Avignon, ont voulu avoir des petits cabinets de curiosités comme ça. Au XVIIIe siècle, en France, les cabinets d'études avaient une fonction, c'était le lieu où vous pouviez recevoir quelqu'un venu vous demander protection. Il fallait impressionner évidemment ce chaland-là qui arrivait pour vous demander protection. Et je pense qu'en effet, les gens qui venaient là, c'était souvent des paysans
qui étaient des clients en fait du notable Lagier de Vaugelas, qui était le plus grand avocat du pays à l'époque. Et les gens, ils devaient avoir les yeux qui leur sortaient de la tête en voyant un tel décor dans cet endroit. Là, j'ai gommé une diagonale complète, c'est parti sans que je force. Et là, c'était plus humide. On positionne le dessin de la grille. Positionner. Nous allons restituer La trame de la grille, comme ça. Et en fait, si vous regardez là-bas, vous voyez que le trait est doublé. En quelque sorte, vous préparez le travail de votre copie. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Là, pour cette zone-là, j'ai fait une première étape de reprise des lignes au pinceau, enfin à la peinture, à l'aquarelle. Je dirais que ça m'a pris 1 heure. Et là, le remplissage des lignes, vous ajoutez 1 heure de plus, on va dire. Mais avant ça, il y a tout la préparation du support. Il faut avoir un support le plus homogène possible. Ensuite, là-dessus, on trace le dessin. On prend les mesures, on trace le dessin. Et après, il y a tout le travail de mise en peinture. Donc, c'est une intervention qui se fait en plusieurs étapes et qui prend un certain temps, qui demande aussi beaucoup de concentration parce qu'il faut pas trembler, il ne faut pas faire de coulure, il faut pas faire de bavure. Et on est au ras du sol, donc c'est pas très confortable. Et cette couleur, justement, parlons-en, vous l'obtenez comment? Un mélange d'aquarelle, très dilué, pour obtenir quelque chose de semblable à la couleur originale, mais en ayant un léger ton en dessous pour que ce soit vraiment discernable. Alors j'ai été diplômée en 2001 de l'Institut national du patrimoine, qui est une école spécialisée en restauration d'œuvres d'art. Et je travaille en tant qu'indépendante depuis lors. C'était aussi un endroit de retrait où les gens aimaient c'était le maître de maison. Vous savez, ces messieurs, ils aiment bien avoir la paix, donc ils se retiraient dans un endroit un peu excentré de la maison. On ne sait pas ce qu'ils faisaient exactement là, mais ils avaient la paix. Et ce qui m'a intéressé, c'est que cette notion de retrait, c'est exactement la notion chinoise des mandarins, qui aimaient aussi avoir des endroits comme ça excentrés où personne n'avait accès. Et ça s'appelait, c'est l'osium, le latin, en chinois c'est le guilin, très connu. Tous les mandarins chinois avaient ça. Poussé par un prêtre qui venait de s'installer là et qui était très anticonformiste, je me suis dit, en fait, allons-y et on verra bien. Et on a vu, tout le monde est arrivé, les associations les plus prestigieuses d'Europe du Nord, je parle de Europa Nostra, au niveau des 27 pays de l'Union, a donné de l'argent. Patrimoine rhône-alpin, nous avons eu un prix, des jeunes conservateurs chinois sont venus recevoir ce prix, toutes les associations vers lesquelles je me suis tournée ont donné peu, beaucoup,
Et puis voilà, nous y sommes arrivés, au moins 40 000 euros. Hein. Quelque chose qu'on n'attendait pas est arrivé, c'est la mort du prêtre qui avait été favorable à cette entreprise qui n'était pas du tout cléricale. Et l'endroit s'est trouvé fermé. Et donc, la catastrophe est arrivée, remontée par capillarité, fermeture du salon chinois en 2015. Et nous avons attendu quand même plus de 2 ans pour savoir comment tournait l'affaire, parce qu'il fallait que tout soit sec. Nous devions à la fois nous occuper de la restauration, mais aussi de la valorisation du lieu. Et nous avons battu la campagne pour trouver d'autres toiles de ce peintre régional qui était inconnu. Et au bout de 2 ans, la communauté scientifique déclare qu'on peut y aller pour la restauration. Alors, il a fallu rebattre la campagne pour avoir de l'argent. Je fais quelques petites retouches sur la porte qui est en bois peint parce que c'est des usures d'usage en fait. Souvent au droit des poignées de porte comme ça, il y a des écailles qui sont liées au fait de tourner la poignée. Et là, ça fait du coup un gros déséquilibre avec le reste de la porte. Donc c'est un petit travail esthétique. Donc on est à la fin des opérations de conservation-restauration. On a retouché le registre médian pour que de loin la continuité soit assurée, mais que de près on distingue bien notre intervention qui est faite de petits traits juxtaposés avec du gris paint et un petit peu de noir, hein, très peu de pigments. Et on a décidé ensemble avec l'ensemble des acteurs du projet, une décision collégiale et collective, de reconstituer les soubassements qui manquaient sur les murs qui sont enduits et qui avaient beaucoup souffert d'humidité. Et on les a reconstitués de façon graphique. Parce qu'il faut, à un moment donné, se dire qu'est-ce qu'il y avait là que nous ne pouvons pas voir. Oui, qu'est-ce qu'il y avait là qu'on ne voit plus et qui fait un vide qui attire inutilement l'attention. Parce qu'on voit que ce cabinet, il est quand même peint du sol jusqu'à la croisée de la voûte, là. Tout est peint, tout est orné par des paysages selon une organisation qui est quand même très précise, très ordonnée, très régulière, qui structure beaucoup l'espace, ainsi que les portes. Hein. C'est un cabinet qui est tout petit mais qui est plein de portes. Et l'absence de ces 4 soubassements provoque une espèce d'anomalie qui empêche de profiter de ce lieu. C'est quand même, dans les biens culturels, il y a quand même une valeur esthétique qui est importante pour nous ravir, quoi. Et du coup, on fait une reconstitution dont on voit que c'est une reconstitution, hein, ça fait partie des obligations suite à la charte de Venise qui date de 2002. On doit voir que ça n'est pas l'original, mais néanmoins, ça assoit la partie basse du mur qui était flottante. C'est un drôle de loustic parce qu'il est né à peu près les mêmes années que le commanditaire, que Lagier de Vaugelas, en 1716. Il se marie comme Lagier de Vaugelas, 1750, l'autre 1747. Et l'ascension sociale, elle est patente dans son esprit. Et finalement, s'il a travaillé et pour l'évêché et uniquement pour les notables, une dizaine de notables d'ici, ça montre bien qu'il choisissait son public, ses commanditaires. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que Fargeon n'était pas un peintre, un vrai peintre, c'était pas un barbouilleur non plus, mais c'était un ornemaniste. Et ça, c'est une catégorie de la population qu'on connaît assez peu. Et c'était des gens qui faisaient, mais comme nos restaurateurs maintenant, c'était des gens qui s'occupaient des ornements. Et comme par hasard,
Fargeon s'est appuyé sur un ornemaniste extrêmement connu, Pillement. Jean Pillement, qui avait beaucoup de caractère. Il partait avec son baluchon sur l'épaule et il est parti comme ça jusqu'à Varsovie. Il disait qu'il était le peintre du roi de Pologne, comme il a été le peintre en Angleterre, il a vécu quelques années. Au musée des arts décoratifs, il commence à se dire qu'ils n'étaient pas si nuls, ces ornemanistes.